Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver et merci d'être avec nous. Nous nous retrouvons ce 21 avril 2021 dans cette émission UC2M News spéciale confinement. Je remercie tout particulièrement nos invités, que je vais vous présenter dans quelques instants avec Dominique Meigne et Jean Sibilia qui sont à mes côtés. Je remercie également nos partenaires. Et nous allons vous présenter nos 4 invités. Le professeur, d'abord, je vais présenter de haut en bas le docteur Alice Boilève. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes interne en oncologie médicale, vous êtes membre de l'AERIO. L'AERIO, c'est l'association pour l'enseignement et la recherche des internes en oncologie. Vous êtes actuellement, je crois, vous faites en dernière année d'internat à Gustave Roussy, à l'Institut Gustave Roussy. Nous sommes heureux de vous accueillir. Docteur Audrey Belser, bonjour. Vous êtes oncologue médical et vous êtes à l'Institut Curie. Je crois que vous étiez également l'ancienne présidente de l'AERIO, je me trompe? Il y a quelques années. Je suis heureux de vous retrouver. Le professeur Thomas Aparicio, bonjour. Vous êtes oncologue digestif à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes le président de la Fédération francophone de cancérologie digestive. Vous êtes médecin donc à l'hôpital Saint-Louis de l'AP-HP à Paris. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et le professeur Jean-Yves Blais, vous êtes le directeur général du centre Léon Bérard de Lyon et vous êtes également le président d'Unicancer, c'est-à-dire la Fédération des centres de lutte contre le cancer. Nous allons essayer de comprendre ensemble pendant 1 heure, 60 minutes, l'organisation de la cancérologie en France, en Europe, dans le monde. En tout cas, face d'abord à l'épidémie de Covid, mais également au-delà, dans l'offre de soins, la recherche, nous aurons un temps particulier pour la recherche et la prise en charge des patients et des populations. Ces travaux sont initiés par l'UC2M et par le nouveau groupe thématique que nous avons créé et qui s'appelle ONCO. Alors, prononcé O-NCO. Le titre de notre émission de ce soir, la décision en santé, le cancer à l'heure du Covid. Merci à vous tous de nous suivre, tous et toutes, et vous pouvez nous poser dès à présent vos questions par chat. La pandémie de Covid-19 a-t-elle affecté, cette première question, a-t-elle affecté profondément un peu la pratique clinique en oncologie, entraînant des problèmes évidemment organisationnels, mais également éthiques, médicaux, et en particulier a-t-elle eu des incidences ou peut-elle avoir des incidences, peut-être d'ailleurs heureuses, on va le voir, sur la recherche en cancérologie. Nous avons évidemment une pensée pour les 100 000 morts de cette maladie, chiffre que nous avons dépassé cette semaine. Donc la situation dans vos établissements, dans vos services, dans cette période de crise sanitaire, au regard des décisions prises à la fois par les médecins que vous êtes, mais aussi par les autorités politiques, les autorités publiques. On commence peut-être par vous, Jean-Yves Blais. Oui, effectivement, un impact assez considérable sur la prise en charge des patients et probablement quatre questions saillantes qui vont revenir au cours de cette session. La première, c'est bien sûr la mortalité des patients atteints de cancer et infectés par Covid, par SARS-CoV-2, avec une mortalité en excès qui ne se dément pas depuis les premières publications d'il y a 1 an. Un deuxième chapitre qui est celui des retards liés au décalage de prise en charge pour les diagnostics initiaux de cancer notamment, et je crois que le panel a des expériences à partager sur cette question. Et puis la question actuelle des vaccinations, comment gérer les vaccinations chez nos patients qui sont indiscutablement à risque et comment procéder par rapport aux traitements qui sont en cours. Ça a entraîné un certain nombre de réorganisations, notamment autour de la téléconsultation, de l'impérieuse nécessité de s'adapter aux capacités des patients de se déplacer ou de ne pas se déplacer. Mais c'est indiscutablement une crise qui a profondément troublé et affecté notre pratique, qui a globalement entraîné une
énorme augmentation de notre volume de travail et une réorganisation en profondeur qui va être, je crois, durable. Même question peut-être à vous, Thomas Aparicio, puis nous inviterons dans ce premier tour de table rapide, et puis on demandera aussi à Jean Sibilia et Dominique Maine s'ils veulent intervenir. Thomas Aparicio. Ben oui, tout à fait, je rejoins ce qui a été dit, sachant qu'on a quand même eu une approche très différente au moment du premier confinement, où vraiment on a eu une sidération, un arrêt complet des activités chirurgicales, notamment dans beaucoup de centres et pour les régions qui étaient particulièrement touchées par le Covid. Donc là, un impact très fort, hein. On a vu qu'on avait en tout cas à la PHP, une perte de recrutement de l'ordre de 30% des patients, donc un impact vraiment très fort. Et je crois que à l'heure de la troisième vague, la situation est quand même assez différente. Je dirais qu'on a appris beaucoup de choses, on a appris à s'adapter, on a appris surtout à sanctuariser la prise en charge des patients atteints de cancer, et y compris au niveau chirurgical. Et je crois que ça, c'est vraiment fondamental parce qu'on ne doit pas retarder des soins des patients qui peuvent les guérir, comme la prise en charge chirurgicale. Pour ce qui est des chimiothérapies, je vous en prie, poursuivez. On a vu qu'on a eu des diminutions d'activité, mais qui étaient beaucoup moins marquées. On a su s'adapter au niveau des chimiothérapies. Qu'est-ce que c'est pour nos amis qui nous regardent ou pour les téléspectateurs, un groupe coopérateur? Vous avez un groupe coopérateur vous voulez nous expliquer en 2 mots? Alors, les groupes coopérateurs en cancérologie sont souvent des associations qui se sont fédérées autour de médecins investigateurs dans les essais thérapeutiques en cancérologie. Donc, c'est des groupes qui sont au niveau national. Ce sont des groupes qui sont totalement indépendants et qui peuvent être promoteurs d'essais thérapeutiques. Donc, on a dans le panorama de la recherche en cancérologie, on a bien sûr des promotions institutionnelles, hein, des CHU, du cancer, on a des promotions industrielles, et puis on a les promotions des groupes coopérateurs avec des recherches qui ont fait vraiment avancer les choses, et ça dans toutes les disciplines de la cancérologie, aussi bien thoracique, digestive, dermatologique, enfin gynécologique. Il y a une activité très riche en France actuellement. Et ma question était au-delà, vos groupes coopérateurs se sont intéressés particulièrement, évidemment, à l'épidémie de Covid? Alors, on a eu une étude qu'on a pu monter très vite, hein, vraiment, il y a une mobilisation autour de cette épidémie de Covid, donc une étude au niveau national qui a inclus plusieurs milliers de patients atteints de Covid et de cancer. Et ça, dans plusieurs disciplines. On a suivi ces patients. On a constaté qu'il y avait un risque de mortalité qui était élevé chez ces patients, de l'ordre de plus de 30% de mortalité, avec des facteurs prédictifs de mortalité qui finalement étaient associés à l'âge, aux comorbidités, des choses assez classiques. Ça a été publié dans European Journal of Cancer, et on a eu une deuxième analyse avec un peu plus de recul, où on s'est aperçu que les patients qui avaient reçu une chimiothérapie dans les 3 mois qui précédaient l'infection par Covid avaient également un surrisque de mortalité. Ça, c'est un élément très important. Oui, on est intéressé. J'ai eu, merci, vous m'avez passé cette étude, je l'ai lue, mais il faudra effectivement la synthétiser, on y reviendra. Il y a plusieurs études dont on parlera. Dr Audrey Belser, c'était un petit peu la même question. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une différence entre ce qu'on a vécu au moment de la première vague avec, je dirais, une large priorité donnée au Covid et un principe de précaution qui a conduit à tout mettre à l'arrêt, y compris globalement la prise en charge en oncologie. Et puis des deuxième et troisième vagues qui s'organisent un petit peu différemment, puisque l'activité dans notre domaine, elle est quand même, heureusement, elle a pu être beaucoup plus préservée. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont pu se mettre en place avec beaucoup de réactivité, je trouve, et ça, c'est quelque chose de positif à souligner, à la fois dans l'organisation, effectivement, les filières Covid, la mise en place de la téléconsultation, on a dit les travaux des
des groupes coopérateurs et des savantes qui ont permis quand même de façon assez réactive de publier des recommandations pour guider un petit peu la prise en charge avec les données, et pas toujours très nombreuses qu'on avait à notre disposition. Après, à mon sens, il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles la réflexion avance malheureusement moins vite. Par exemple? Je pense aux gens qui sont hospitalisés quand même pendant ces différentes vagues et qui sont tout seuls à l'hôpital avec des visites extrêmement réduites, notamment pour les gens qui sont dans des phases avancées de la maladie, voire dans des contextes de fin de vie. Là-dessus, il y a peut-être des réflexions sur ce fameux passeport vaccinal, etc., sur lesquels on va parler de tout ça. D'avancer. Merci Audrey. Quels sont vos patients? J'ai dit que vous étiez oncologue médical à Curie, mais vous êtes vos patients? Je pensais que c'est le non, je pensais que vous preniez surtout en charge des femmes pour le cancer du sein, non? Pas exclusivement? Je ne sais pas. Ma question est là. Je m'occupe en particulier des femmes, tout à fait, mais cancer du sein et cancer gynécologique, et avec une activité particulière à mi-temps en pharmacologie, on va dire sur la prise en charge des parcours complexes. D'accord, donc on va y revenir. C'était très intéressant de vous avoir. Alice Boilève, même question. Vous, à Gustave Roussy, j'ai dit que vous étiez également oncologue médical en dernière année d'internat. On vous écoute. Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on peut dichotomiser entre la première vague et finalement la suite. Et si je prends le point de vue de quelqu'un qui est beaucoup plus jeune et qui est encore interne, la première vague, ça a été vraiment une grande adaptabilité qui a été demandée à tout niveau, que ce soit les infirmiers, les internes, les seniors, etc. Et les internes, finalement, ont été soit mobilisés dans les unités Covid, soit en réa-Covid pour ceux qui avaient déjà fait de la réanimation, voire également, en fait, rester dans les salles d'oncologie, parce que finalement, il y a une sorte de grande priorité qui, finalement, assez logiquement a été donnée aux patients Covid, mais finalement, en salle d'onco, il y avait toujours des patients à s'occuper, et c'était finalement principalement les urgences d'oncologie qui ont persisté. Puis après, finalement, secondairement, là, il y a un impact, on va dire, à plus long terme, parce que il faut continuer l'activité d'oncologie, et pour les internes, c'est fondamental, notamment les internes d'onco, puisque leur objectif, c'est d'apprendre leur métier, leur futur métier, qui est évidemment l'oncologie, et ça, c'est en voyant des patients que ce soit en consultation ou en salle ou en hôpital de jour. Mais après, on nous demande également d'aller encore aux unités Covid, en garde, on voit des patients Covid. Donc finalement, maintenant, on a une sorte de double activité, principalement quand même sur l'oncologie, mais ça affecte, on va dire, au quotidien, parce que il faut soigner tout le monde. Peut-être je vais demander à Jean d'intervenir à ce niveau de notre conversation, s'il est avec nous. Jean Sylvia. Oui, merci Alice. Très, très sensible effectivement à l'aspect impact sur la formation. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. On est beaucoup plus vigilant pendant cette deuxième et troisième vague qu'on l'a été la première fois. Je voulais simplement faire un petit commentaire général de contexte qui permet finalement de replacer la problématique de l'oncologie dans le débat actuel. Je pense qu'il faut bien percevoir que cette pandémie, cette épidémie en France a trois impacts. Pascal l'a rappelé en introduction, plus de 100 000 morts, mais on n'est qu'à la moitié du match. Enfin, peut-être, j'espère un peu plus quand même. Mais déjà 100 000 morts et l'aventure n'est malheureusement pas finie. C'est un premier impact avec une saturation du système de santé, mais il n'y a pas que ça. Il y a un deuxième problème qui touche beaucoup de disciplines qui s'occupent de maladies chroniques, l'oncologie en premier lieu, qui est le non-accès aux soins des malades et la déprogrammation. Moi, je me souviens, en Alsace, pendant la première vague, on a eu d'énormes difficultés sur des cancers digestifs, du pancréas, du gastrique, etc., d'accéder au bloc alors que la chirurgie était urgente. Donc, il ne faut pas négliger tout l'impact direct et indirect. Et le troisième volet qui est aujourd'hui en train d'émerger, et je peux en témoigner puisque je sors de consultation, et j'avais une consultation dite Covid long cet après-midi. Et dans cette consultation Covid long,
une dizaine de patients, 5 malades sur 10 qui n'ont pas de Covid et qui consultent pour une pathologie considérée comme un Covid long. J'ai déjà exprimé ce point de vue. Et dans ces 5 malades, je pense qu'il y a un malade qui a un lymphome et probablement un malade qui a une métastase, enfin qui a un néométastasé, considéré comme Covid long depuis 6 mois. Donc moi je suis très inquiet de cette situation et effectivement elle est bêtement mathématique, hein, 25% de la population pratiquement a fait une infection Covid, donc tout ce qui arrive là depuis quelques mois est Covid pour les gens et pour les médecins traitants et pour même les médecins spécialistes de temps en temps. Donc ça c'est la troisième lame du couperet. La première c'est malheureusement l'impact direct avec la mortalité, les complications directes. La deuxième vague c'est l'impact sur les autres maladies chroniques et la troisième vague c'est la vague des Covid longs dans lesquels il y a un défaut diagnostic et des malades qui n'arrivent plus à temps à l'hôpital parce qu'on les a considérés comme post-Covid. Et ça, on va voir l'impact à l'automne, je pense. Ok, commentaire de l'un d'entre vous, je ne sais pas, par exemple Jean-Yves Blais, puis Thomas Aparicio et Audrey Belser. Oui, je pense que ce que vient de dire Jean Sibilia est absolument l'observation quotidienne que l'on a dans les services d'oncologie. Sur Unicancer, nous avons fait une mesure sur les 7 premiers mois de l'année 2020 du retard par rapport aux années 2019, 2018, 2017 en termes de prise en charge des patients. Et le tableau est très clair. Les patients que l'on connaissait, ils sont venus, ils ont été traités, c'est ceux qui rechutaient. Les patients que nous ne connaissions pas, ils ont une diminution du nombre de nouveaux patients qui a atteint un pic à moins 20% en avril et en mai 2020 et qui n'a à ce jour jamais été rattrapé. Et lorsqu'on regarde les mêmes analyses sur les données publiques, les données de la TIH sur l'année 2020, on se rend compte que c'est sur l'ensemble de l'année près de 6% de diagnostics en moins. Alors on fait un rapide calcul sur l'impact sur la mortalité sur le long terme, mais dans l'article que nous avons sorti sur ce travail à Unicancer, on peut rapidement calculer que l'impact sur les 7 premiers mois de l'année 2020, seulement les 7 premiers mois de l'année, si on considérait que tout le monde avait été pris en charge ensuite, comme il le fallait, l'impact serait de l'ordre de 6 000 décès en excès dans les années à venir liés au cancer. Donc ça va être effectivement un problème majeur des années à venir. 6 000 sur, rappelez-nous les chiffres un peu, les grandeurs. 6 000. 382 000 nouveaux cancers par an, 150 000 décès à peu près annuellement sur les chiffres de l'INCa de 2018. Thomas Aparicio, un commentaire? Oui, ben, tout à fait. Je rejoins ce qui a été dit. Il y a eu également dans d'autres pays des modélisations qui ont montré qu'il y aura un impact sur le long terme de ces retards diagnostiques. Et ces retards de prise en charge, je dirais qu'ils ont été initialement liés au fait que les patients n'allaient plus voir leur médecin. Il y a un autre élément aussi qui est important, et je crois qu'on a vraiment un effort de communication à faire, c'est les patients qui ont peur de se rendre à l'hôpital parce qu'ils ont peur d'attraper le Covid à l'hôpital. Donc ça, je crois que il faut évidemment, on prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces Covid iatrogènes, et puis on compte bien sûr beaucoup sur la vaccination, et là, il faut vacciner très vite les patients atteints de cancer pour limiter au maximum ce risque, le réduire à zéro. Alors, on va parler de vaccination, vous vous en doutez, mais Audrey Belser, ma question, en fait, tout à l'heure, en vous demandant qui sont vos patients, d'où sont donc en majorité des patientes, est-ce qu'il y a là aussi des craintes de vos patients pour des cancers du sein ou des cancers génitaux, etc. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières? Question. Vis-à-vis du Covid, vis-à-vis de la venue en soins, vis-à-vis de ce qu'on leur fait, des dépistages qui se font moins, enfin, etc. Spécificité liée au fait que ce soit des cancers du sein ou des cancers gynéco, non. Je pense que je rejoins ce qu'ont dit mes collègues avant, c'est-à-dire qu'il faut continuer de porter ce message que bien sûr, il faut prendre les précautions nécessaires par rapport au Covid, mais que nos filières de soins, elles se sont organisées pour minimiser les risques et que le diagnostic d'un cancer ou la prise en charge d'un cancer, c'est tout aussi urgent, donc il ne faut pas différer du tout ces soins-là et il faut continuer de venir en consultation. Après, je pense que de notre point de vue aussi, il faut qu'on ait à cœur de faire évoluer
nos organisations pour pouvoir peut-être aussi plus rassurer les patients. On sait que parfois, obtenir une information, un contact, joindre quelqu'un, c'est pas toujours simple, et d'autant plus quand il y a en partie du télétravail, etc. Donc il faut qu'on favorise cet accès à l'information et qu'on favorise l'accompagnement, même quand on est dans une période de crise, qu'on reste tout aussi accessible. Oui, c'est ce que nous espérons faire aussi un peu, notre petit bout de chemin. Alice Boilève, l'étude de l'Aério que j'ai lue attentivement était intéressante. Je le dis en quelques mots, un tiers des résidents, c'est-à-dire donc des internes, j'imagine, notamment, se sont épuisés et débordés émotionnellement avec un temps limité pour leur vie privée. 25 ont déclaré que leur travail avait été affecté par leur santé physique. De plus, enfin déjà, répondons à cela. Est-ce que pour les jeunes soignants qui s'engagent, comment vivent-ils cette période? C'est intéressant de le savoir maintenant. Oui, ça c'est une étude en fait qu'on a fait avec l'Aério, un questionnaire qu'on a fait passer à tous les internes d'onco de France, et on a eu finalement un certain nombre de réponses parce qu'on avait à peu près un tiers des internes répartis sur toutes les années et à peu près sur l'ensemble du territoire, avec évidemment dans les réponses des disparités, parce que c'était vraiment sur la première vague, des disparités entre par exemple les internes du Grand Est et les internes d'Île-de-France qui avaient été largement réassignés dans les unités Covid. Et finalement, ce qui ressortait, c'était à la fois la grande adaptabilité qui a été demandée aux internes. Si je prends mon exemple personnel, en une semaine, je suis passée de salle d'onco à unité Covid et puis finalement réa Covid. On changeait de liste de garde assez fréquemment et finalement, tout ça, ça a eu un effet alors à la fois psychologique. En effet, si on regarde précisément les chiffres, on a aussi comparé avec l'enquête de l'ISNI, le syndicat national des internes, qui avait été fait sur internes toutes spécialités. Finalement, les internes d'onco n'étaient pas, on va dire, si déprimés que ça. Alors, notre interprétation, c'était que finalement, en onco, on a quand même une appréhension de la mort, de la gestion de la fin de vie, qui a été demandée à des internes, par exemple, je sais pas moi, de pédiatrie ou de spécialités qui n'avaient pas du tout cette prise en charge-là. Donc peut-être qu'il y avait, de par notre spécialité, comment dire, une sorte de barrière psychologique sur ça, mais néanmoins, finalement, les heures de travail ont été augmentées, comme tout le monde, hein, bien évidemment. La consommation des psychotropes, on avait interrogé sur ça, a augmenté de façon assez importante chez les internes. Et l'idée, c'était vraiment une sorte de screenshot aigu de la première vague. Évidemment, là, on a l'intention de refaire une enquête auprès des internes d'onco, parce que entre la première vague qui était vraiment quelque chose d'aigu, avec la capacité à s'adapter, mais finalement quand même l'impression d'affronter le Covid en direct. Là, il y a une chronicisation qui se fait. Et qui clairement, je pense, retentit d'une sorte de lassitude chez les internes qui se fait sentir. Lassitude parce que la formation est impactée, lassitude parce que on aimerait plus apprendre notre spécialité. Vous en spécialité. conviendrez, Alice, que pour conclure on ne conclut rien, pas encore, mais simplement pour mettre un point à cette partie de notre réunion, de nos échanges, je demande au doyen ce qu'il en pense, le doyen de Strasbourg. Merci Alice. Et on passe après à la vaccination. Oui, je voulais simplement partager une expérience que tu as peut-être vue, Alice, mais on a publié un travail fait avec nos étudiants, pas seulement les internes, les étudiants de premier, deuxième et troisième cycle, plus de 2000 étudiants qui ont fait une enquête à Strasbourg, et on a observé un truc très intéressant. Alors, première vague, il ne faut pas en tirer une conclusion définitive. La première vague, les moins altérés et les plus en forme à l'issue de la première vague étaient ceux qui y avaient participé. Ceux qui étaient montés au front. Et les plus en difficulté, c'est ceux qui étaient restés finalement un peu à distance du front. Donc c'est intéressant. Ça ne veut pas dire
que l'effet d'épuisement n'arrive pas et que cette observation d'enthousiasme de la première vague se reproduise à la deuxième, troisième ou quatrième vague. Mais c'est très intéressant de voir que la mobilisation des étudiants, le fait d'avoir fait appel à la réserve étudiante, d'avoir contribué à ce qu'ils y participent avec toutes les mesures d'encadrement qu'il fallait, et c'était compliqué, elle a été plutôt positive. Mais on fera évidemment le débrief à l'issue de cette Je suis aventure. tout à fait d'accord, d'autant plus que donc moi j'ai été mobilisée dans les unités Covid, etc. Enfin, c'était sur le volontariat et finalement il y avait un côté assez perturbant parce qu'on avait des félicitations de alors je passe le gouvernement à la population, mais même au sein de nos établissements, etc. Et finalement les internes qui sont restés s'occuper, ce qui est finalement, enfin tout aussi important, hein, s'occuper de nos patients plus classiques, plus standards, des patients avec des urgences oncologiques, ressentaient eux le côté, bah finalement nous aussi, notre travail est tout aussi important. Et c'est vrai qu'il y avait une grande disparité entre aussi la reconnaissance qu'on avait de nos d'autres personnes quand on était dans les unités Covid. Alors finalement, c'est tout aussi important de s'occuper de tous les patients. Il n'y a pas une maladie qui est plus importante que l'autre. Mais enfin, il y avait la pression effectivement de l'urgence du Covid. On était sous l'œil de tout le monde. Vaccination, 30 millions de premières doses fin juin. Ça a l'air d'être à peu près atteint, ou ça devrait l'être. Ça n'est pas atteint, mais ça devrait l'être visiblement. Mais des inquiétudes sur évidemment les effets secondaires de certains vaccins. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Une immunisation vaccinale faible chez des patients atteints d'hémopathie notamment. C'est ce que j'ai lu dans Hémato d'avril. En d'autres termes, pour employer des phrases plus simples, des patients, par exemple, notamment atteints de myélome, qui répondraient mal à la vaccination. Que décider donc selon les types de malades et notamment, y a-t-il une vigilance particulière chez les immunodéprimés? Nous aimerions revenir sur les guidelines et que vous nous disiez également quelques mots sur ces vaccins ARN messagers. Thomas Aparicio, on commence par vous. Oui, bah, effectivement, ce qui est recommandé chez les patients traités pour cancer, c'est des vaccins ARN. Donc, ils sont, je dirais, moins sous les feux des projecteurs des effets secondaires qui ont été décrits avec les vaccins atténués. Donc, pour ça, on a une relativement bonne acceptabilité parce qu'on propose aux patients des vaccins dans lesquels ils ont plus confiance. Néanmoins, je suis quand même frappé qu'on a encore un certain nombre de patients qui sont très réticents à la vaccination, alors que malgré tout, ils sont durement frappés lorsqu'ils développent un Covid. Donc ça, c'est un vrai enjeu d'arriver à convaincre les derniers réfractaires à se faire vacciner. Ensuite, ce qui est un véritable souci, c'est effectivement l'efficacité et donc l'apparition d'anticorps protecteurs chez nos patients. Et ça ne concerne, enfin, ce manque d'efficacité ne concerne pas que les patients d'hématologie. Hein. On a des premiers résultats chez certains patients traités pour tumeurs solides par des chimiothérapies tout à fait classiques qui effectivement ont du mal à s'immuniser et se posent la question d'une troisième injection vaccinale. Alors pour l'instant, c'est pas encore clairement démontré pour les patients traités pour tumeurs solides. Et je crois qu'il y a un certain nombre d'études en cours qui sont très importantes et il va falloir rapidement avoir les résultats pour adapter notre stratégie vaccinale. Oui, Jean-Yves Blais. Alors, je faisais référence à Hémato d'avril, mais chez nos confrères du quotidien du médecin, le professeur Fischer redisait effectivement ce que nous dit Thomas Aparicio, c'est-à-dire une troisième dose de vaccin recommandée pour les personnes immunodéprimées. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point, par exemple, Jean-Yves Blais? Oui, je pense qu'effectivement, l'étude est en cours. Il y a une étude qui s'appelle COV-POPART qui couvre des cohortes de patients immunodéprimés, qu'ils soient greffés, qu'ils soient traités pour cancer, qu'ils aient d'autres facteurs de risque, qui sera certainement instructive. Nous avons également déjà l'étude israélienne en population qui est parue dans le New England il y a quelques jours, qui donne un message plutôt rassurant sur les patients aux antécédents de cancer. L'expérience que nous avons, qui est pour l'instant non publiée, sur les premiers résultats des vaccins appliqués aux patients
ne permettent pas de conclure, mais on va dire quand même qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une différence majeure pour tous les patients atteints de cancer, de l'efficacité des vaccins, en tout cas des vaccins ARN, par rapport aux publications, aux essais randomisés. Donc, je crois qu'on a vraiment besoin davantage de données pour conclure. Ce qui est certain, et là je rejoins là aussi ce qui a été dit, c'est qu'on a un travail énorme à faire de rattrapage de ce qui est une communication inadaptée, je pense, au niveau médiatique. Le risque de thrombose atypique lié au vaccin, qu'il soit l'Astra ou vaccin à adénovirus, en fait, Astra ou Johnson, c'est quelque chose comme 1 par million d'habitants. C'est 16% de thrombose chez les patients infectés par Covid, c'est 1% après les voyages prolongés de plus de 8 heures en avion. Enfin bon, tout le monde connaît ces chiffres, personne ne les dit. Tout le monde appuie sur des incidences de thrombose qui sont 10 000 fois inférieures au risque de mortalité qui sont observés chez les patients atteints de cancer. Et là, on doit rassurer nos patients. On passe plus de temps à rassurer nos patients sur les effets secondaires du vaccin qu'à leur parler de leur maladie. Il y a un problème. Oui, absolument. J'imagine que Dominique aussi va peut-être vouloir intervenir, ou Audrey Belseur, ou peut-être Alice Boilève. Pour autant, les questions précises, si on veut communiquer correctement. Un malade immunodéprimé par son cancer, prenons le cas par exemple d'un myélome, vous lui recommandez de se faire vacciner. Quand, comment? Est-ce qu'il doit prendre des précautions? Est-ce qu'il doit le faire avec l'avis de son cancérologue, etc., etc. Alors, ARN messager plutôt? ARN messager, parce que le principe de vaccin, de la vaccinologie, qui est de moins utiliser des vaccins vivants atténués, donc utiliser des ARN messagers est plutôt une recommandation. Les utiliser selon l'AMM paraît raisonnable. Le fait de faire une 3e vaccination, comme suggéré par Alain Fischer, paraît également raisonnable, notamment au vu d'une particulière faible efficacité chez des patients très immunodéprimés, mais peut-être plus immunodéprimés que nos patients en cours de chimiothérapie. Bref, il faut suivre ce qui a été publié et randomisé et encourager surtout nos patients à se faire vacciner, car ils sont... Oui, vous savez, Jean-Yves Blais, la réserve souvent, c'est que toutes ces vaccinations sont quand même... il y a quand même des petits effets secondaires qu'il peut y avoir. D'ailleurs, entre parenthèses, pour Thomas Aparicio, c'est quand même extraordinaire que ces vaccins ARN messagers nous paraissent idéaux maintenant, alors que c'était vraiment un point d'interrogation il y a moins de 6 mois, personne n'y croyait. Enfin bon, vous nous donnerez vos commentaires les uns et les autres, mais enfin, ça c'est le passé. Regardons vers l'avenir. Mais pour autant, la vraie question, c'est quand même celle-là. Il y a toujours des petites gènes après chaque vaccination. Si on en doit en faire 3 chez des patients affaiblis, immunodéprimés, etc., les gens n'ont pas tellement envie d'y aller. Qu'est-ce que vous dites, vous, les cancérologues? Les effets secondaires n'ont rien à voir avec les effets secondaires du Covid. Ah, pardon, je vous ai coupé la parole. Oui, puis j'ajouterais que même par rapport au traitement par chimiothérapie qu'on donne aux patients, c'est des effets secondaires qui sont quand même très modérés. Absolument. D'accord. C'est ça qu'il faut dire. Peut-être Audrey Belseur ou Alice, vous voulez intervenir sur le vaccin? Oui, en dehors du Covid, la question de la vaccination, finalement, c'est aussi quelque chose qu'on aborde régulièrement à l'automne avec nos patients pour les autres épidémies qui ont un peu disparu depuis 18 mois. Mais je pense que, bien sûr, il faut encourager nos patients à se vacciner. Et puis, comme on le dit d'habitude, il faut encourager leurs proches aussi, parce qu'il y a ce doute sur l'efficacité chez nos patients directement. Donc, voilà, effectivement, oui. Ils sont prioritaires pour être vaccinés. Et puis, le plus on vaccine dans leur entourage, peut-être aussi que c'est le mieux pour eux. Oui, alors ça c'est très important ce que vous dites. On vaccine les malades atteints de cancer, mais on vaccine les aidants aussi. Ils doivent se faire vacciner, c'est ça aussi. C'est votre message. De façon générale, de toute façon, il faut, je dirais, que la vaccination puisse avancer le plus vite possible dans l'ensemble de la population. Après, on respecte bien sûr les ordres de priorité qui sont définis. Non, mais vous savez, Audrey, oui, je pense que les aidants, les proches aussi, c'est important, et que dès qu'on peut leur donner accès, il faut le faire. Mais parce que les grandes idées générales, faites-vous vacciner pour la France, le monde, etc., là, les gens n'y croient pas. En revanche, si vous dites
aux patients, à l'aidant, au conjoint, faites-vous vacciner parce que vous faites courir des risques à votre partenaire, ça c'est quand même concret. Vous êtes d'accord? Oui, mais je pense que c'est un message qu'on peut porter aussi, encore une fois, comme on le fait Alice, pour les autres maladies. Alice, vous voulez intervenir et puis on passe à autre chose? Tout à fait d'accord, on se vaccine pour les autres, mais principalement pour soi. Enfin, nous, en tant que soignants, du coup, on a la chance là d'avoir pu être vaccinés. Et franchement, on se dit qu'on a pour une fois là la chance vraiment d'avoir eu accès au vaccin. Et c'est pour nous, c'est pour nos patients, bien évidemment, parce qu'on minimise probablement le risque de transmission à eux. Et objectivement, les effets secondaires du vaccin sont négligeables par rapport au risque d'avoir une infection Covid sévère. Et même en tant que, on va dire, relativement jeune, il y a parfois des patients atteints de Covid sévère qui sont jeunes. Et sincèrement, je préfère être protégée à titre personnel pour mes patients et puis pour mon entourage proche également. Et je pense que les effets secondaires sont vraiment négligeables par rapport aux bénéfices qu'on a avec le vaccin. Thomas Aparicio, vous avez dit dernier réfractaire. Est-ce que vous parliez des malades atteints de cancer, hein, je pense. Chez les soignants, c'est peut-être à la PHP, je ne sais pas. Je sais que dans un communiqué de presse que vous venez de faire passer, Jean-Yves Blé à Unicancer, vous dites qu'il y a 80% de médecins de vos centres qui sont vaccinés. Ça me paraît pas mal. Mais il n'y a que, alors j'ai le document sous les mains, on vient de le recevoir, mais à peine attendez, bon, enfin, je ne sais plus, vous le savez, vous connaissez mieux vos chiffres que moi peut-être, mais 60% ou 40%, 60%, ah voilà, 80% du personnel médical, 50% du personnel paramédical. La moitié seulement? Alors oui, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça, mais probablement qu'il y a un effort de conviction d'aller au-devant de nos collègues paramédicaux pour expliquer les effets secondaires, expliquer la science très simplement. Hein. Elle est publiée dans de grandes revues, il suffit de lire les effets secondaires, les bénéfices. Mais nous avons, le personnel médical, évidemment, accès à cette science et à lire les articles. Et on a cet effort à faire, et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, faisons cette action de communication auprès de nos soignants, aides-soignants, infirmiers, infirmières, pour bien faire percevoir l'importance du gain obtenu par la vaccination, comme vient de le dire tout le monde, en fait. Ouais. Thomas Aparicio, et on passe à autre chose. Oui, je pense qu'il y a eu aussi une prise de conscience. Hein. Ces chiffres, ils sont toujours un petit peu en décalage et vraiment, on a vu que certains personnels qui étaient réticents finalement vont à la vaccination. Ils sont d'autant plus rassurés que les personnels les plus jeunes maintenant ont plutôt accès au vaccin Pfizer qu'au vaccin Astra qui pouvait créer des inquiétudes chez certains. Et puis, au-delà du personnel soignant, hein, dans les hôpitaux universitaires, il y a aussi les étudiants en médecine, les étudiants infirmiers. Et je crois que c'est important qu'il y ait un effort aussi qui soit fait auprès d'eux, parce qu'eux aussi sont au contact des patients. Je voudrais que nous parlions maintenant, il est temps de parler avec un peu de retard de concert et de recherche. Je vais faire court. On a, en tout cas les journalistes, on a moins d'informations que l'on en avait chaque année. Il n'y a plus les grands congrès, on ne va plus à l'ASCO, etc. Qu'en est-il? Je sais que Dominique Meigne voulait également vous interroger sur ce point. Alors, il y a les carticelles, l'immunothérapie, vaccins et cancer. L'accès précoce aux anticorps monoclonaux, le plan cancer également qui parle de tout cela, notamment de combat sur les mauvais pronostics. Dominique, vous vouliez prolonger? Oui, peut-être rappeler que dans le contexte quand même actuel des débats autour de la recherche, qu'il faut peut-être un peu relativiser ou remettre au carré. La France n'est pas si mauvaise que ça, globalement, dans la place de la recherche publique notamment. Sa grosse différence, c'est que sa recherche est organisée sur des grands organismes, là où elle est plutôt contractualisée avec des universités dans les autres pays comparables. Mais enfin, bon, elle se situe au 5e rang mondial à peu près, toujours derrière l'Allemagne, mais avant quand même beaucoup de pays. Par contre,
un chiffre assez ravageur quand même, c'est que lorsqu'on regarde, ça a été publié dans les Échos il y a quelques jours, lorsqu'on regarde le top 20 de toutes les entreprises mondiales, dans la part qu'elles consacrent à la recherche-développement, le 20e qui clôture la marche, c'est Sanofi. C'est le seul français d'ailleurs de ce top 20, mais c'est Sanofi. Et il est quand même dans un palmarès où Roche, Johnson Johnson, Merck, Novartis font mieux que notre champion national. Donc, une question qui est peut-être trop facile, mais qu'il faut quand même se poser, c'est est-ce que Sanofi a raté quelque chose dans ses politiques de RD ces dernières années, compte tenu de ce piètre résultat qu'il a aujourd'hui dans la lutte contre les vaccins? Alors, peut-être on va commencer comme ça, et puis on va essayer d'aller peut-être un petit peu plus vite aussi, peut-être Jean-Yves Blais, on voulait peut-être aller, Dominique, aller un petit peu plus Oui. loin sur vaccins et cancer. Tu t'étais interrogé sur cette Alors, question. une question de béotien, mais enfin, on se l'est posé en préparant la réunion. On a vu qu'il y a un appel à manifestation d'intérêt ou appel à projet de la Ligue sur le bon usage des technologies ARN dans les cancers. Est-ce qu'il y a une sorte de fertilisation croisée possible entre ceux qui est en train, en termes à la fois de recherche, en termes d'ingénierie, ce qui est en train de sortir sur les technologies ARN et ce qui pourrait demain sortir, soit sur de nouvelles voies thérapeutiques en matière de cancérologie, soit sur la voie des vaccins, à la fois les vaccins qu'on connaît plus classiquement en cancérologie, qui sont des vaccins thérapeutiques, ou alors des vaccins classiques, des vaccins préventifs. Est-ce que on peut penser, ou est-ce qu'on a d'ores et déjà des embryons bon, disons sinon de preuves de concept, plutôt des intuitions sur le transfert à l'oncologie de ce qui est en train d'être techniqué et qui est maintenant dans l'ingénierie du Covid à partir des recherches sur l'ARN messager? Alors, peut-être Jean-Yves Blais. Oui, je pense que c'est une excellente question. Je pense que le message principal en termes de recherche de la période qui vient de s'écouler, c'est effectivement l'arrivée des technologies ARN comme solution efficace pour le sujet qui nous occupe, qui est un sujet génétiquement assez simple, c'est un virus. Le cancer, les cellules cancéreuses sont évidemment beaucoup plus compliquées, beaucoup plus variables, surtout et en très grand nombre. Je crois que pour autant, et je partage ce que vient de dire Dominique Meigne, je crois qu'on a un infléchissement là et c'est une technologie qui va arriver, qui a commencé à être testée et qui va arriver dans le domaine de la cancérologie pour plein de situations pour lesquelles on n'avait pour l'instant pas tellement de solutions parce que pas actionnables. Donc je suis très convaincu que peut-être une retombée positive que nous aurons dans quelques années de cette crise incroyable et peut-être l'émergence de cette nouvelle technologie plus rapidement que ce qu'elle aurait pu émerger autrement. Jean-Yves Blais, puis on va passer la parole également à vos collègues. Une dizaine de pays, je lis votre communiqué de presse là, que je viens de recevoir, une dizaine de pays dont la France ont décidé de permettre un accès précoce à un premier traitement thérapeutique de la Covid à base d'anticorps monoclonaux. Ça veut dire quoi en français? Les traitements des formes actives de Covid, des patients qui démarrent leur infection sont compliqués. On ne va pas revenir sur les médicaments qui n'ont pas été pour l'instant démontrés, que sont l'hydroxychloroquine ou le remdesivir, pour lesquels les performances sont en tout cas débattues. Les anticorps monoclonaux dirigés contre des composants du virus ont rapporté une activité significative pour certaines études, des études de petite taille avec peu de recul, notamment des combinaisons d'anticorps, avec l'inquiétude sous-jacente que ça puisse être une des variants. En tout cas, ces médicaments sont à disposition pour les bithérapies sur le territoire national sous la forme d'une ATU. Ils font l'objet d'utilisation d'abord pour les formes qui démarrent de Covid. Et les patients atteints de cancer, qui sont encore une fois à haut risque, sont de particulièrement bons candidats. Oui, c'est ça. Oui, parce que les anticorps monoclonaux, vous y connaissez en cancérologie.
Ah oui, oui, bon, en cancérologie, en infectiologie, en inflammation. Oui. Thomas Aparicio, un commentaire. Alors, et puis, n'oubliez pas quand même la question de Dominique sur le retard industriel de la France, quand même. Enfin, d'abord peut-être Thomas Aparicio sur ce point. Oui, alors déjà sur la technologie ARN, faut quand même pas oublier que les chercheurs qui ont mis au point le vaccin contre le Covid travaillaient sur cette technologie dans une vision de traitement anticancéreux, sans beaucoup de succès jusqu'à présent, mais j'espère effectivement que l'engouement autour de cette approche va nous permettre d'avoir des résultats. Pour ce qui est de la recherche clinique en oncologie, moi je suis très inquiet parce qu'on a effectivement des signaux qui nous préoccupent. Alors on a au niveau des industriels effectivement peut-être pas assez d'investissement des industriels français en France, et de plus en plus lorsqu'on propose des projets de recherche aux industriels français, on est renvoyé sur des décisions dites globales. Et finalement, il y a pas d'encouragement à développer suffisamment une recherche en France, et ça, c'est tout à fait dommage quand on a des champions nationaux. Le deuxième point, c'est une nouvelle législation qui est dite la loi dite anti-cadeau, qui est des nouvelles dispositions qui compliquent en fait les relations entre les promoteurs d'études non institutionnels, donc les groupes coopérateurs dont j'ai parlé tout à l'heure, et les industriels, avec des nécessités d'avoir un aval de l'ARS, enfin je dirais une étape de plus administrative à franchir pour débuter un essai. Or, la France est plutôt reconnue comme étant un pays avec des autorisations de recherche qui peuvent être lentes. Et ça, je dirais, un handicap supplémentaire. Et on espère beaucoup qu'il va y avoir des adaptations de cette disposition législative qui, à mon avis, loupe complètement son objectif en entravant la recherche. Je ne sais pas si Audrey Belseur ou Alice, vous voulez intervenir? Alice Voilet. Je sais qu'il y a une question que je voulais... Oui, quand je disais qu'effectivement, nous, journalistes, on est un peu frustrés parce qu'on a on a finalement peut-être moins d'informations sur la recherche en cancérologie, qui est quand même pour des journalistes médicaux absolument passionnante et très, très centrale dans notre activité. Alice, j'imagine que quand on est jeune interne, on regarde quand même ce qui se fait, il y a des choses qui se produisent. Et je voulais vous entendre également sur l'immunothérapie. On nous a quand même beaucoup parlé pendant des années de l'importance de l'immunothérapie, puis c'était un peu décevant, ça bougeait pas. Est-ce que là, à l'occasion de toutes ces recherches, de tout cet investissement qui est fait de la part d'équipes de recherche, aussi financiers d'ailleurs sans doute, est-ce qu'on peut s'attendre à des choses qui vont avancer en immunothérapie et cancer? Alors peut-être Alice, Audrey, si vous voulez, je sais pas, si vous voulez. Pour le premier point sur la recherche, la communication, finalement, les congrès, ils ont quand même lieu, ils ont lieu en visio, ce qui change réellement le côté on va dire social du congrès, qui évite aussi d'un point de vue écologique d'aller par exemple à Chicago tous les ans ou à d'autres endroits. Nous avec l'ARIO, on a fait avec tous ces congrès visio un post-ASCO tous les soirs de la semaine qui suivait, avec des experts qui intervenaient sur une trentaine de minutes. On a fait également un post-ESMO. Vraiment, la communication et la recherche scientifique, elle continue malgré tout, mais sous une forme différente. Et c'est vrai que on est obligé de s'adapter, de faire de la visio. Nos soirées de formation, on les passe en visio. Mais malgré tout, continue à avoir une productivité scientifique et de communication scientifiques qui atteignent notamment les internes via nos postes ASCO ou ASCO. Alors, je vois que le temps passe. Je vais un tout petit peu. Audrey, vous vouliez intervenir sur ces points que j'évoque, ou on passe rapidement, finalement, c'est un peu comme pour les soins. C'est-à-dire que pendant la première vague, sans doute qu'il y a beaucoup de choses qui se sont interrompues. Ça a posé beaucoup de questions pour les patients qui étaient traités dans des essais cliniques. On avait peut-être moins le temps de communiquer sur les sujets qui sont notre cœur de métier. Et puis là, je pense que c'est moins le cas à la faveur de la deuxième et de la troisième vague, et qu'effectivement, les dispositifs
d'autres dispositifs ont émergé. Les congrès, oui, mais en distanciel. Alors, ça a des bons côtés, des inconvénients, hein, comme tout, mais ça a quand même permis que ces activités-là, elles reprennent aussi, qu'elles arrivent à se maintenir sous une autre forme, dont on va certainement garder d'ailleurs certaines pratiques qui sont intéressantes. Jean-Yves Blais, on conclut sur ce point, et notamment immunothérapie et cancer. Je disais que c'était quand même des choses dont on entendait beaucoup parler, puis c'était un peu décevant, ça revient un peu, enfin bon. Qu'est-ce qu'on en dit ? Je pense que comme ça a été dit, la période a été compliquée sur le plan scientifique, mais en fait pas infructueuse. En fait, on a travaillé différemment. La communication est sans doute moins une communication de proximité pour des raisons évidentes, mais la production reste assez intacte. Et après un trou significatif en recherche clinique lors du premier confinement, on voit que la recherche clinique repart de manière significative et que les progrès de l'immunothérapie existent. Alors, il y avait la question de l'immunothérapie du Covid, mais on ne va pas y revenir. Il y a de nouvelles stratégies et de nouveaux checkpoint inhibiteurs qui semblent procurer des résultats intéressants en combinaison avec les anti-PD1, voire même pour certains en monothérapie. Bref, je pense qu'on on a sauté une marche avec l'immunothérapie, on est sur la pente douce après la marche pour continuer à avoir des progrès, mais que les succès de l'immunothérapie, de nombreux succès sont encore à venir pour l'utilisation de plus en plus précoce et puis pour l'utilisation de nouvelles cibles également. On voulait, pour la dernière partie, encore quelques minutes d'entretien, on voudrait parler un peu d'organisation. Quelles sont les innovations que l'on a et celles que l'on peut attendre dans les années qui viennent, en cancérologie en particulier, évidemment. Alors, on a bien vu que les choses se dessinaient avec des centres, alors les vôtres, la PHP, des CHU, des centres, des hôpitaux, des cliniques, évidemment, qui prennent en charge des malades atteints de cancer, mais beaucoup de domiciles, des formes orales, plutôt que des traitements habituels que nous connaissions jusqu'alors. Peut-être également des parcours de soins qui se redessinent. Vous pourriez peut-être nous brosser ce qui doit nous attendre en termes d'innovation. Alors, je sais que Dominique, qui est grand spécialiste, vous parlera de l'article 51 ou des IPA, c'est-à-dire ces infirmières de pratique avancée. Voilà, on voudrait, en la dernière partie, on a 10 minutes, dernière partie de notre entretien, vous interroger sur cela. Alors, Jean-Yves Blais, si vous voulez bien commencer. Je vais commencer, mais je vais dire ce que nous allons tous dire. La première chose, c'est les téléconsultations qui sont transformantes. Je donne toujours ce même chiffre, mais je le redis. 25 téléconsultations avant le premier confinement, dans les 8 semaines précédant le premier confinement, 5584 dans les 8 semaines suivantes sur mon seul centre. C'est transformant et c'est destiné à durer. Deuxième point, c'est qu'on traite les patients à domicile, à travers des hospitalisations à domicile qui permettent de donner des traitements, y compris des immunothérapies, et je pense que Dominique va parler de l'article 51 à ce sujet. Donc, c'est des modifications organisationnelles en profondeur qui vont durer, qui vont dépasser la période Covid. Jean, peut-être aussi, Dominique, Jean, vous pouvez intervenir sur ce plan. Honneur à nos invités, laissons-leur la parole. On Alors, Thomas Aparicio. Oui, je rejoins ce qui a été dit. On a effectivement cette utilisation des téléconsultations. Alors, en région parisienne, peut-être on les utilise un peu moins, mais c'est important. Après, il y a aussi la nécessité de bien choisir les patients à qui on va proposer une téléconsultation et les patients à qui on a besoin d'une consultation en présentiel. Et ça, c'est un travail qui n'est pas toujours évident à faire. Sur les choses qui changent, c'est sûr que les infirmières de pratique avancée, on en attend beaucoup. Il y a quand même quelques interrogations sur leur niveau de rémunération et puis sur le fait qu'on nous dit dans certaines institutions, très bien, vous allez avoir une infirmière de pratique avancée, donc vous prenez une de vos infirmières, vous la transformez en infirmière de pratique avancée, mais du coup, vous n'avez plus l'infirmière qui a été transformée. Donc voilà, si on veut que ça marche, il faut quand même accompagner ça et ça reste des questions de moyens. Il y a eu quand même un grand mouvement hospitalier avant le Covid qui doit être entendu pour que les choses fonctionnent. Dans les nouvelles pratiques à Gustave Roussy ou à Curie, vous pouvez nous donner quelques exemples. Et puis Dominique va quand même nous expliquer ce qu'est l'article 51, parce qu'il n'y a que les experts qui le savent. Alors peut-être d'abord Alice et Audrey.
En effet, dans les nouvelles pratiques, beaucoup de téléconsultations ont des avantages et des inconvénients. Comme disait le professeur Aparicio, il faut bien sélectionner les patients à qui ça s'adresse. J'étais sur un semestre avec du coup, une majorité de téléconsultations. Ça a un côté très déshumanisant de faire que de la téléconsultation, concrètement. Il y a un côté de gestion des outils informatiques, que ce soit pour le côté, on va dire, médical et pour les patients, qui nécessitent un temps d'adaptation, et probablement que même si là, on est encore dans la pandémie, et donc il y a beaucoup de téléconsultations, je pense qu'il y a, pour notamment les patients qui viennent de loin, ou qui sont fatigués, qui n'ont pas forcément besoin de venir à chaque consultation dans leur centre, il y a quand même un réel intérêt de pouvoir continuer ça, en fait. Peut-être à Curie, vous savez, commentaire. Parce que quand même, en téléconsultation, on voit bien ces chiffres, mais comment on organise ça? C'est-à-dire les premières visites ou les premières consultations avec un malade, ça se fait pas en téléconsultation, s'il n'y a pas de palpation, s'il n'y a pas d'entretien. La première, c'est pas possible. Non, la première, ouais. Enfin, les premières. Comment vous vous organisez? Peut-être Audrey et puis Dominique reviendra. Oui, je pense que c'est pas possible de rencontrer un patient pour la première fois au travers d'une téléconsultation. Ça permet pas les mêmes échanges, ça permet pas de créer le même lien. Et en oncologie, on a à cœur qu'il y a un certain nombre de critères qualité qu'entoure la consultation d'annonce. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est sanctuarisé et qu'il faut préserver et qui cadre pas avec le principe d'une téléconsultation. Je pense que ça a été très pratique, notamment effectivement au moment de la première vague, avec toutes les incertitudes qu'on avait, de pouvoir y recourir. Le professeur Blais a illustré l'augmentation considérable du volume. Je pense qu'il va y avoir une réflexion a posteriori. On a tous expérimenté que c'était utile, qu'il y avait aussi des situations auxquelles la téléconsultation ne correspondait absolument pas, et que c'était pas comme ça qu'on voulait travailler. Et puis, au moment où on pourra faire le bilan, je pense qu'il y a tout à fait une place pour la téléconsultation, et notamment en Île-de-France, je trouve que ça permet quand même d'éviter des déplacements qui sont parfois particulièrement longs et pénibles pour des consultations qui peuvent être parfois rapides. Donc, il y a une place qu'il faut qu'on définisse tous ensemble, et c'est un outil qui apportera, à mon avis, à la qualité des soins. Mais c'est complémentaire du reste et ça ne va pas remplacer la consultation. Qu'est-ce que c'est ces articles 51 et prise en charge intégrée, je crois que c'est le terme qui est reconnu. Peut-être d'abord un mot sur la télémédecine. Il y aura eu un avant et un après, là c'est clair. Jean-Yves l'a dit. Moi, je me souviens, j'étais encore à la chaise quand on a essayé d'encadrer l'émergence de ce qu'allait devenir la télémédecine. Entre l'avant-Covid et le quadrimestre qui a suivi l'arrivée du Covid, il y a eu plus d'actes dans ce quadrimestre-là qu'il n'y avait jamais eu dans les 3 années d'expérimentation précédentes. Et puis aujourd'hui, on le sait, on l'a tous, y compris dans nos pratiques d'usagers du système de santé sur Doctolib, la téléconsultation est partout. Oui, moi je voulais dire simplement un mot sur le fait que, ces articles 51, c'est un mot barbare, comme bien les technos, pour dire que pendant 3 ans, avant le Covid, on avait décidé, dans les lois de financement de la sécurité sociale, pour un certain nombre d'expérimentations, de déroger aux pratiques administratives et d'organisation pour donner des marges aux acteurs dans la réingénierie des parcours de soins. Et notamment, il y a beaucoup de projets, tout qu'on ne fait pas tant que ça en cancérologie, mais il y en a un gros qui concerne la structuration des parcours de chimio orale, dans lequel Unicancer a logé tous ses centres, une majorité de CHU également, et qui correspond aussi à un modèle qui est celui de l'achat des chimios que je crois Unicancer promeut. Alors,
ma question pour lancer un peu sur le sujet, c'est est-ce que vous avez des premiers retours d'expérience de ces parcours organisés avec les établissements pour le retour à domicile et le suivi chez nous des patients? Oui, alors ce sera d'ailleurs les derniers mots que nous aurons Dernière dans cet question, entretien. voilà. Dernière Voilà. question. Peut-être Jean-Yves Blais ou Thomas Aparicio et peut-être un mot de Jean Sibilia et on conclut dans 2 minutes. En une phrase, ce que ça nous a montré à ce stade, c'est que c'est faisable et que là aussi, il faut très bien sélectionner les patients. La téléconsultation nous montre l'importance de l'examen clinique. Les articles 51 avec les chimiothérapies à domicile nous montrent l'importance d'une bonne sélection des patients, je crois. Thomas Et des Aparicio. outils. Ah, pardon. Et des outils. Ouais, je voulais juste Absolument. dire, et des outils. Absolument. Parce qu'en fait, tout ça peut Absolument, pas oui. fonctionner si on n'a pas les moyens humains et les moyens matériels. Et au 21e siècle, c'est sans doute un petit peu triste de constater que ce qui nous manque, c'est quand même les outils, notamment informatiques, pour pouvoir communiquer facilement les uns avec les autres, avec les patients, récupérer les données. Voilà, et il faut qu'il y ait un investissement aussi là-dessus pour que ça fonctionne. Thomas Aparicio. Oui, je vais être très court. Je crois que c'est un gros défi d'organisation. Hein. Ça demande un soutien, une réflexion et voilà, il faut pas être débordé non plus. Il faut pas que les médecins soient débordés par ce travail de suivi des patients. Mais c'est un vrai défi d'organisation. Alors ça, je pense que c'est une question pour Jean Sibilia, hein, qui est un grand spécialiste de tout ça. Hein. Jean Sibilia. Un petit mot de conclusion. D'abord, remercier nos amis et leur dire que l'oncologie est une vraie fierté de la médecine française, hein, on peut le dire. Hein, on a dans le domaine de la recherche en particulier, de la formation et du soin, des filières de soins. On a peut-être un système un peu compliqué. Ça sera l'objet avec Jean-Yves peut-être d'un autre débat. Le double guichet CHU-CLCC, le modèle, voilà, le modèle toulousain ou strasbourgeois est-il le plus adapté pour les filières, les parcours patients? Mais je pense que c'est une question que Pascal et Dominique vont adorer traiter avec toi, Jean-Yves. Je crois qu'il faut le traiter, c'est passionnant de le faire, mais Oui, là, on voulait parler de crise Covid. Et je voulais simplement finir, j'aime bien, je suis un grand optimiste, comme Dominique et Pascal le savent, mais je suis quand même extrêmement embêté. La crise Covid a quand même révélé des faiblesses de notre système, de nombreuses faiblesses de notre système, et je voulais simplement insister sur la faiblesse de la recherche, même si on s'en tire globalement pas mal, mais il y a quand même des failles, notamment dans les défauts de simplicité de nos procédures. Moi, je suis encore effaré, encore un sujet à traiter ce matin avec les CPP, les comités d'éthique, avec des méandres, des temps d'acquisition de données réglementaires qui sont plus acceptables, quoi. Et j'ai beaucoup effectivement apprécié aussi la remarque sur l'ultra-transparence aujourd'hui demandée par de multiples lois accumulées depuis 2010, où chaque fois qu'il y a une loi, une accumulation de demandes de transparence, on est probablement le seul métier où il y a autant de demandes, et il y a autant de transparence, et pourtant on a l'impression que ça ne règle pas les choses. Donc je suis complètement d'accord avec l'analyse. Là, on est dans la contre-production, et là aussi, il faut un effort de simplification, de fluidité et de confiance mutuelle. Essayons de travailler dans une forme de confiance entre les partenaires académiques et les partenaires privés, parce que sans ça, ça n'avancera pas. Et vous l'avez dit, vous êtes à la pointe. Je suis dans le domaine de l'inflammation, on partage beaucoup de choses ensemble, hein, sur l'immunothérapie, les monoclonaux, etc. On voit bien que si on n'est pas dans un partenariat académique-privé, on va avancer beaucoup moins vite que les autres. Et in fine, l'innovation n'arrivera pas à nos patients. Voilà. Donc, autre sujet, Pascal et Dominique, qu'on traitera probablement à une autre occasion. Voilà, absolument. Alors, vous voyez que, en fait, mais c'est très bien comme ça. C'est-à-dire qu'on a plein de sujets à voir. C'est ce que nous faisons donc à l'UC2M et notamment dans le groupe Onco qui doit travailler ardemment pour enflammer la recherche, hein, Jean? Très bien. Parfait, Pascal. Spécialiste de l'inflammation, enflammons la recherche. Absolument. Je voulais vous remercier, Thomas Aparicio, Audrey Belser, Jean-Yves Blais, Alice Boilève, j'associe évidemment Dominique Meigne et Jean Sibilia pour vous remercier. Nous remercions nos partenaires, évidemment, et puis celles et ceux qui font cette émission. Alors, à la réalisation, Olivier Madard, Cauchy
Koji Yoshida et Corentin Sangrin, et à l'organisation, évidemment, Victoire Morel et Françoise Millet, que nous saluons. La prochaine émission aura lieu mardi 27, c'est mardi 27 mai à 27 avril, pardon, à 18h30. Et le thème va être tout à fait passionnant, c'est les travaux que font Altermater, qui est le groupe thématique sur la naissance de l'UC2M. Le titre de l'émission sera Naître à l'heure du Covid, donc avec nos amis qui se sont investis dans ce groupe Altermater. Nous vous remercions, bonne soirée, à bientôt à tous et à toutes, et merci de nous avoir suivis. Merci.